Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Mais ça ne peut pas aller comme je le souhaite, tant que notre pays est dans la main des brigands. Parce que la Guinée aujourd'hui est prise en otage par un groupe de bandits armés qui terrorisent, qui tuent, qui assassinent, qui emprisonnent, qui kidnappent les Guinéens. Aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène qui, pour beaucoup de gens, pour certains, c'est même devenu banal. Parce que tous les jours que Dieu fait, il y a quelque chose qui se passe en Guinée, qui ne se passe nulle part au monde. Mais vous savez, très cher ami, la faiblesse de la force, c'est quand la force devient un moyen d'oppression, quand la force devient un argument de domination ou de légitimation. Quand tu utilises la force publique, la puissance publique pour écraser un peuple, parce que tu veux t'imposer, tu veux leur dire s'ils veulent, ils ne veulent pas, c'est toi le chef. C'est ça que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Parce que l'autorité de l'État s'applique par les principes qui sont le respect des droits fondamentaux, le respect des lois, mais aussi l'autorité de l'État s'applique dans une république avec les institutions légitimes, c'est-à-dire un pays dirigé par les dirigeants que le peuple a choisis, mais pas par le plus fort qui a des armes, qui se lève un beau matin, il tape sa poitrine, parce que moi j'ai des bazookas, j'ai des blindés, c'est moi le chef. En ce moment, on ne parle plus de la République. On retourne au Moyen-Âge. En ce moment, quelle sera l'importance d'organiser les élections si c'est le plus fort, si c'est le plus fort qui a des armes, qui s'impose comme chef? On sort de la République, on tombe dans, je ne sais même pas, ce n'est même pas le royaume, parce que ça, le roi, bon, ça devient une dictature pure et dure. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de respecter la loi quand toi-même tu violes cette même loi que tu veux imposer aux autres. Parce qu'on dit que le meilleur exemple chez les gens, c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu dis, c'est ton comportement. Excusez-moi, il y a le volume. Donc je disais que tu ne peux pas dire à quelqu'un de respecter la loi quand toi-même tu violes cette loi, quand toi-même tu n'es pas légitime dans les yeux des gens. Tu utilises les moyens de l'État, la police, la gendarmerie, la justice et l'autre, à ta guise. Tu utilises ces moyens injustement. Excusez-moi, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Tu utilises ces moyens de l'État de façon injuste pour réprimer le peuple, les plus faibles, dont tu lui dis que tu es venu les protéger. Mais en ce moment, ce peuple a le devoir de résister, de désobéir. Dans un état de droit, on n'a pas besoin d'imposer l'ordre. L'ordre est incarné par la loi. C'est nous qui nous adoptons à l'ordre établi par la loi.
Mais ce n'est pas la loi qui doit s'établir à nous, s'adapter à nous. On dit devant la loi, on est tous égaux. Mais s'il faut utiliser la loi de façon unilatérale, c'est-à-dire c'est celui-ci, par sa tête, je vais utiliser la loi. Cette loi-là ne sera pas juste, elle sera sélective. Une loi sélective est une loi injuste. Mes très chers amis, face à l'injustice, il est tout à fait normal de se révolter. Nous avons le devoir de se révolter contre les lois injustes, contre les comportements injustes. C'est ça le sens de la révolte et de l'insurrection populaire, et voire même un coup de force par les militaires patriotes pour que Mamadi parte. Il n'y a pas d'autre secret. Mamadi ne partira que par les armes. Il nous a fait, c'est-à-dire, il n'y a pas maintenant ce que Mamadi ne fait pas. Il faut être naïf pour croire que Mamadi partira d'une autre manière. S'il n'y a pas de rapport de force, Mamadi n'ira nulle part. Pour Mamadi, la Guinée, c'est son butin de guerre. Il a braqué un pays, donc la Guinée devient sa chose. Nous sommes devenus ses sujets. Si on ne se révolte pas, ou il n'y aura pas des militaires patriotes républicains qui vont dire à Mamadi stop, nous allons tous mourir comme les idiots avec Mamadi. Vous savez, ce qui est très dérangeant en Guinée en fait, notre pays est devenu une terre fertile pour toute dictature. C'est-à-dire n'importe qui peut être président, venir s'imposer en Guinée. Parce que le Guinéen, surtout l'élite, quand je parle de l'élite, ce n'est pas seulement l'élite intellectuelle. Il y a l'élite du monde des affaires, comme les KPC et d'autres, l'élite religieuse, les sages ou les trucs, c'est-à-dire dans leur subconscient, dans notre subconscient, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, ou qui sont proches du pouvoir avec leur notoriété, soit religieuse ou les mondes des affaires, on a ce réflexe, ce maudit réflexe de dire que la chefferie, c'est l'homme qui, c'est Dieu qui donne. Que celui qui est chef est choisi, même s'il est venu de façon brutale, comme Mamadi qui a pris les armes, venir que si tu as vu qu'il a pris les armes, il est venu déposer celui qui était là que le peuple a choisi. Nous avons, je ne sais comment dire ça, cette déformation, je dirais comme ça, culturelle, qui nous dit que c'est le destin qui a fait qu'il soit là. Et de sorte qu'on doit se soumettre systématiquement, une sorte d'allégeance systématique à la soumission, au risque même qu'on renonce à notre liberté. On sacrifie même notre dignité en disant celui qui est venu avec le sang dans la main, c'est un don de Dieu. Dieu n'envoie pas un criminel pour commander ses enfants que nous sommes. Ça, c'est l'œuvre du Shaitan. Mais le Guinéen a perdu cette capacité de décider. Il se résout à obéir à l'ordre d'un despote, c'est-à-dire d'un criminel, dont psychologiquement nos religieux nous préparent à accepter cela. Comme notre population est de 95%, comme on dit, 90% musulmans et plus de 70% analphabètes, il est facile d'endoctriner les gens avec ce tel discours
qu'on dit dans les mosquées, dans les lieux publics, entre les amis, dans les grains. Ouais, c'est le destin, c'est Dieu. Mais le destin n'a rien à voir avec Mamadi. Mamadi, c'est un criminel, un bandit. Dieu ne peut pas nous envoyer un bandit, un drogué, un criminel. Mamadi a forcé ce destin. Mais il ne mérite pas ce destin. Qu'est-ce que Mamadi a fait pour être là où il est aujourd'hui? C'est avec les armes, sans tuant les gens. C'est pourquoi il n'y a même pas de baraka dans ses actions. Tout ce qu'il fait, c'est l'échec. Mais comme en Guinée, cet endoctrinement, il y a certains de nos hommes religieux, même certains intellectuels, ont décidé de se résoudre à obéir à cet ordre, à cette soumission, plutôt que d'apprendre à s'indigner, à se révolter. Donc, nous sommes dans une société qui met le tapis rouge à n'importe qui. En Guinée, on dit que la Guinée, c'est la terre fertile pour tout dictateur. Tout le monde peut être président en Guinée, il suffit d'avoir l'audace et savoir tirer l'arme. Tu prends l'arme. Vous croyez si Alpha Condé se comportait, excusez-moi, si le professeur Alpha Condé, j'ai mon micro qui déconne un peu. Oh là là. J'ai un problème avec mon micro. Ah oui, d'accord. Vous croyez si le professeur Alpha Condé utilisait il y a le vent et puis ok. Je disais, si le professeur Alpha Condé utilisait, il ne reste que les 1/3 des méthodes de Mamadi là. Vous croyez qu'on allait voir ce qu'on est en train de voir là? Parce que Mamadi est venu. Mais regardez, au temps d'Alpha Condé, il y avait tellement de multitudes d'organisations de droits de l'homme là. Ils sont où aujourd'hui? Qui connaît Mokhtar Ba, qui était le reporter de RFI en Guinée? Il est où aujourd'hui? Il a disparu. Et quels sont ces intellectuels-là au moment, disons, du référendum au temps d'Alpha Condé 2020 qui critiquaient, qui passaient dans les radios, la constitution était comme ça, nommé Mohamed Kamara, où il est? Qui l'entend parler? Je ne sais même pas s'il est vivant. Cher ami, si vous avez les nouvelles de ce jeune qui travaillait, je crois, au ministère des Affaires étrangères tantôt, mais qui critiquait sur la constitutionnalité de la Constitution 2020 d'Alpha Condé, mais partout, et se nommer... Excuse. Oh là là. Bon, je crois que je vais continuer sans le micro, ça serait mieux. Ok. Je vais débrancher le micro alors. Je vais continuer comme ça. Je crois que vous m'entendez. Si vous m'entendez bien, vous pouvez me le dire. Je vais un peu élever la voix parce que j'ai des problèmes avec mon appareil. Donc je disais, ce mec qui se disait ancien bâtonnier, je ne sais quoi, un nommé Mohamed Traoré, qui l'entend aujourd'hui, il semblerait qu'il fait même la campagne pour la constitution de Dansa, là. Il a en route Guinée partout. Mais vous voyez, c'est-à-dire l'élite guinéenne, c'est une élite, l'élite intellectuelle, je veux parler, c'est une élite malhonnête. C'est-à-dire sa malhonnêteté, le fait qu'il s'accommode à toute situation, comme les Makanira là,
c'est-à-dire pour garder leur statut social qu'ils n'ont pas eu par mérite, pour garder ce statut-là, ils s'accommodent à toute situation, à tout gouvernement ou à tout phénomène qui vient. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne sont pas faits de vivre dans un État démocratique. Ils ne peuvent vivre que dans, disons, ils trouvent leur survie dans les pays où, dans un contexte flou comme ça. Au temps d'Alpha Condé, ils étaient libres, ils parlaient n'importe quoi, mais ils qualifiaient ce régime de dictature. Mais aujourd'hui, tu parles, tu dis quelque chose, on tombe sur toi. Les gens disparaissent, on vient kidnapper des gens, et tout le monde sait que ces kidnappings-là sont organisés par la milice, l'escadron de la mort que Mamadi a installé à travers Bala-Samoura, qui kidnapping les gens. Il n'y a pas un jour qui passe en Guinée sans qu'on parle de la disparition ou de la mort de quelqu'un. Mais vous n'allez jamais entendre ces grands défenseurs des droits de l'homme, ces grands juristes, quelque part en parler. Ils se taisent tous. Posez-nous la question, pourquoi? La seule raison, c'est qu'ils ne sont même pas libres de penser par eux-mêmes. Ils ne sont pas libres de parler. C'est-à-dire la dictature imaginaire qu'ils ont créée au temps d'Alpha Condé, ils le vivent aujourd'hui. Ils le vivent. Et ils savent que tout le monde vit ça en Guinée. Donc, ils font de sorte que ça n'existe pas. Ils cherchent à se convaincre que cet état de fait n'existe pas. Ils renoncent même à leur dignité en allant faire l'éloge. Parce que quand je vois le barreau de Guinée, en connaissance de cause, qui m'a dit pour légitimer son statut, parce que Alpha Condé, comme Alpha Condé a dit, et c'est réel, qu'il n'a jamais démissionné, il est le président de la République. Mamadi et ses conseillers bidons disent non, toi aussi, faut plus qu'on t'appelle président de la transition, mais on va t'appeler président de la République. Mais ce qui est marrant dans ça, c'est que le barreau de Guinée, lors de leur séminaire ou quoi là, leur porte-parole, en connaissance de cause, au lieu d'appeler Mamadi président de la transition, il a dit Mamadi président de la République. Parce que c'est le discours conformiste qu'ils sont en train de mettre, parce qu'ils disent qu'il faut jouer sur la psychologie des Guinéens. Un poussiste ne peut pas être... Pour être président de la République, il faut être élu. Et tout le monde le sait. Mais pour le Guinéen lambda, on peut dire, on peut accepter à la limite, mais pour un juriste qui a étudié le droit, qui connaît le droit, qui connaît le sens des mots en droit, faire une telle erreur, ce n'est même pas une erreur, mais le faire sciemment, c'est de renoncer vraiment à tout ce qui est sacré, son serment même. C'est de renoncer à son serment. Pour moi, quelqu'un, un juriste, en omettant une telle faute, il cesse d'être un homme de droit. Parce que c'est indigne. Mais que voulez-vous? Et l'actualité de maintenant, on voit un jeune homme d'affaires, un jeune frère à moi, qui réellement, je n'ai pas connu personnellement, mais par intermédiaire de certains amis, parce qu'il est venu à l'université après nous, peut-être 5 ans après ou 10 ans après, je ne sais pas. Il est venu à l'université avec une idée d'entrepreneur.
très bouillant, qui voulait s'en sortir. Dans son quartier Cameroun, chambre à coucher, une voisine qui était là, et cette famille voisine avait une fille métisse, très jolie. Ce jeune homme, à l'époque, n'avait pas trop de moyens, mais voulait de cette fille-là. Vous savez, hein, étant jeune, les jeunes peuvent le savoir, quand vous tombez amoureux à une fille dont vous n'avez pas les moyens, vous voulez la convaincre, la montrer que vous pouvez quand même, et que la fille ne vous regarde pas. Bon, c'est un peu frustrant. Donc, ce jeune homme, il se dit, bon, écoute, je vais créer mes affaires. Moi aussi, je vais ici, comme tout jeune, en Guinée, généralement, à l'époque, je ne parle pas de maintenant, les jeunes se débrouillaient avec les petits trucs là, ma grand, il m'envoie ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, le stade de 28 septembre était en rénovation à l'époque. Il a pris certains de ses amis et quelques jeunes du quartier. Ils ont créé un petit groupe dont il était le leader. Il est parti acheter les brouillettes et les balais pour balayer le stade, mettre propre. On leur payait ça. Bon, il redistribuait, mais lui-même, il gardait. Oh putain. Bon, on va laisser le micro. Donc, ce jeune homme, il a commencé comme ça, c'est-à-dire regrouper les jeunes, aller nettoyer le stade, on leur donnait un peu d'argent et s'en sortait tant bien que mal avec ses amis. Par après, il a commencé à évoluer dedans. On leur donnait beaucoup plus de marché, c'est-à-dire on donnait aussi le nettoyage du campus Gamal à l'époque. Il a commencé à évoluer. Et par après, comme il avait trop d'amis maintenant, son groupe, il commençait à être connu à l'université, dans le campus et dans le quartier. À l'époque, il y avait trop de remue-ménage, les grèves des étudiants. On le faisait appel pour casser les grèves, c'est-à-dire pour créer les groupes anti-grève à l'université. Ce jeune homme s'appelle Kapessi. Kelfara Persan Camara, je crois. Ce jeune homme Kapessi a évolué dans ce climat un peu de débrouillardisme, mais aussi de quelqu'un qui n'est pas très clair. Kapessi a commencé ses activités au moment de gouvernance de Feu Lansana Conté. D'ailleurs, il a commencé à émerger. En passant par Dadis et Sekouba, c'est là que Kapessi, ses affaires ont explosé. C'est-à-dire, c'est dans la période de transition 2008, je crois, en 2010, que KPC a quadruplé ses chiffres d'affaires. Vous savez, quand il y a la confusion, il y a l'instabilité, c'est en ce moment que KPC a eu des travaux gigantesques. Toute la reconstruction et la réhabilitation des camps militaires en Guinée, on l'avait confié à l'époque. Les routes, c'était les projets sans appel d'offres. Donc, il a quadruplé ses chiffres d'affaires par les surfacturations, mais aussi les marchés de gré en gré. Il y a tout ça là. Alpha Condé, à son arrivée, il a fait appel à la Cour des comptes de France, qui est venue auditer tous les projets que le régime de transition avait fait.
on a trouvé que KPC avait surfacturé à 200% les projets, les camps surtout. Mais ce qui est bizarre dedans, les matériaux qu'il a utilisés pour la construction de ces camps et tout ça n'étaient pas adaptés. Vous savez, les matériaux qu'on utilise pour construire un camp militaire, ce n'est pas la même chose. Les mêmes matériaux qu'on utilise pour construire une villa d'habitation ou tout ça, pour les camps militaires, les matériaux sont choisis selon leur durabilité, parce que le camp, qui parle de camp, parle le lieu où les militaires sont, donc qui doit être, c'est les forteresses. L'ambassadeur américain qui était en Guinée à l'époque, une dame, il a fait une visite à Cancan. C'est là, elle est ingénieure, architecte de formation. Elle a fait une visite à Cancan, il a visité le camp que KPC avait rénové ou réhabilité. Il est venu, il a dit à Alpha Condé, il dit, mais Alpha Condé, tu es obligé de casser tout. Il dit, parce que c'est tellement mal fait. Il dit, à vue d'œil comme ça, tu vois les fissures. Donc, c'est ainsi qu'Alpha Condé, un beau père de famille, sans le créer les ennuis, il a retiré tout le projet de reconstruction des camps. Parce que KPC avait commencé, il n'avait même pas fini. C'est-à-dire, il a bâclé les travaux. Et c'était des milliards et des milliards. On le donnait l'avance de 200% déjà des projets. Bon, il y avait toujours les sous-commissions. Autant de Dadis, il s'est enrichi. À travers Sekouba Kounati, ils sont enrichis à la pagaille. Donc avec la transition là, c'est le même projet que Idi Amin a réhabilité avec 200 millions de dollars qu'on a donné à KPC encore pour faire ce qu'on a déjà payé à KPC depuis autant de Dadis et tout ça qui n'avait pas achevé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire au temps de Dadis, on l'avait payé plus que la totalité des travaux qu'il n'a jamais terminé et que ce qu'il a fait déjà était mauvais. Alpha vient, Alpha le retire tout. Il dit, bon, arrête. Ce qu'on t'a donné là, je ne vais pas te créer des problèmes, mais je ne veux plus que tu fasses ça. Maintenant, les camps militaires seront construits par le génie militaire. On va former, on a du génie militaire, sont eux qui vont construire nos camps même. Mais après le coup d'État, Idi Amin vient 10 ans après, il réhabilite le même projet et il remet ça à KPC. Mais on sait que Idi Amin, en remettant à KPC, il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. KPC doit le retourner des millions aussi à Idi Amin. Donc ils ont réhabilité ce faux projet-là que KPC a entretenu. Je vais vous dire une petite confidence. Peut-être ça s'est passé que certains n'ont pas vu. Vous savez, il y a eu un petit moment là. Je vais voir. Dites-moi si le volume est bon, parce que... Dites-moi si le volume est bon. Bon, si le volume est bon, on continue. Allô, allô. Allô? Dites-moi en commentaire si le volume est bon. Sinon... Oh, je peux... Allô?
Faloulou Kourouma ou Marcus Cole, dites-moi si le volume est bon là. Parce que j'ai des problèmes avec mon micro, mais bon, je vais continuer quand même. Dites-moi si le volume est bon. Bon, on continue sans le volume, ça viendra peut-être, c'est bon comme personne n'en parle. Donc, je vais vous expliquer une petite histoire. Vous savez, il y a eu quelques jours là, je crois que ça fait un mois ou deux, nous avons tous entendu qu'il y a un homme d'affaires guinéen qui a été arrêté à Lambagny, ça fait des bruits là. Mais par après, ça a été démenti. L'arrestation n'est pas fausse, mais c'est l'annonce qui a été une manipulation de masse. Ça a été fait par le service de relations publiques de KPC. KPC n'était même pas en Guinée à l'époque. Ils ont lancé ça parce qu'il y a eu un mandat, une inspection qui a été faite. D'après les travaux que KPC a eu l'argent, même la réhabilitation du stade de 28 septembre, là, quelque chose de 28 millions de dollars, on l'a payé tout, mais les travaux n'avancent pas. Et ce qu'il a fait, les travaux, les routes de Kabylie et partout là, mais allez-y voir, quand KPC fait une route, en principe, ces routes-là ont une durée de vie de 25 ans. Mais pour KPC, c'est une saison. C'est-à-dire un an, c'est trop. C'est 6 mois. Mais allez-y voir les routes que KPC a réalisées. Et c'est les milliards qu'on le donne. Donc KPC, dans cette logique, il se dit, ma vie est liée à des magouilles. Et que mon marché, celui qui me nourrit dans tout ça, c'est l'État. Comme d'habitude, je ne prends jamais publiquement position pour un homme politique. Je n'ai pas fait autant de Lansana Conté, je n'ai pas fait autant de Dadis, je n'ai pas fait autant de Sekouba, je n'ai pas fait autant de Alpha Condé. Mais maintenant, j'ai mangé avec le diable. Et le diable m'oblige à le soutenir publiquement. Sinon, je perds tout ce que j'ai amassé. Tu sais, le langage qui dit que le bien mal acquis ne profite jamais. Et de ne jamais manger avec le diable sur la même table, même si vous aviez la plus longue fourchette au monde. Et c'est ça qui arrive à KPC aujourd'hui. Vous savez, il n'y a qu'un pas à franchir entre le mal et le pire. Il est difficile de concevoir sur une échelle de 10 qu'en dehors de l'argent volé, que KPC prend l'argent public, en dehors de ça, ce que KPC peut apporter à Mamadi en termes d'électorat, de popularité. Mais il le fait, ce n'est pas pour le défendre ou pour... Il le fait parce que il est devant la porte de la prison. C'est-à-dire, on l'a menacé. On l'a dit, si tu ne te fais pas voir et montrer à tout le monde que tu nous soutiens, non seulement tu vas perdre ce que tu as comme bien en Guinée, mais aussi on va te mettre en prison. Mais au-delà de ça, KPC a un sérieux problème avec beaucoup de gens de CNRD qui sont... Et le premier de cela, c'est qui? C'est Charles White. Parce que Charles White dit que tous les problèmes qu'il a aujourd'hui, que c'est KPC et Lamine Grassi. Sans défendre l'un ou l'autre, parce que c'est la même merde. Mais Charles White, la publication de sa nudité sur la place publique est liée du fait
il a mis main sur un dossier de corruption qui impliquait KPC. Et Lamine Grassi aussi, par intermédiaire de KPC, ils sont mis ensemble. Donc pour Charles White, KPC et Lamine Grassi, c'est la raison de sa vie actuellement. Il a dit devant les gens, il y a une confidence qui m'a dit, Charles White dit que la lutte la plus importante de sa vie à l'heure-là, c'est de se payer, de se venger sur KPC et Lamine Grassi. Donc KPC est dans ce moule-là. Et KPC, en voyant tout ce qu'il a volé et accumulé, vous savez, à un certain moment, il avait déménagé en France, il a fait 3 mois en exil et tout ça. Lamine Grassi, lui, il est déjà là-bas. Parce que KPC, même ses numéros de téléphone sont répertoriés. Vous savez, en Guinée, Mamadi a installé, c'est ce qu'on appelle la police de Gestapo, où les citoyens sont surveillés et la population est sous l'écoute. Et quand je vous dis, pour suivre et écouter quelqu'un, le logiciel qu'il utilise, le logiciel israélien, là, on appelle Pegasus, je crois que c'est Pegasus, quelque chose comme ça, je crois. Ce logiciel-là, c'est-à-dire c'est le logiciel, tu loues, on ne vend pas ce logiciel, tu loues par trimestre ou par an. Et la location par trimestre, pour surveiller une personne, c'est 25 000 $ par trimestre. Imaginez-vous, actuellement, il y a plus de 1000 ou 2000 personnes qui sont constamment surveillées. Je ne parle même pas les écoutes rentrant là, parler ça, mais surveiller, même le géolocaliser, c'est-à-dire leur déplacement. Si vous voyez que Lamine Grassi a fui la Guinée, en France, parce que ses déplacements, il était géolocalisé partout. Non seulement il a eu peur, ses biens matériels qui sont en Guinée, le gars veut complètement le mettre à terre, mais aussi sa propre personne. C'est pour sa propre personne qu'il a quitté la Guinée. Si vous remarquez, excusez-moi, il y a un petit malin qui est rentré dans mon... Vous savez, quand vous parlez là, les gens, c'est pourquoi j'utilise beaucoup d'appareils. Les petits malins, ils rentrent en ligne là,